Et en fait, pareil à Cork, je m'étais fait des potes et mes potes sortaient le soir et moi, j'avais pas l'oseille pour sortir. Ah, ouais. Donc, il y a un moment, j'ai pété un câble et je me suis mis à me dire, allez, tu vois, à faire un espèce de rollback dans le passé. Si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait à l'époque avec mon jeu vidéo, il faut que je trouve aujourd'hui une solution de faire d'argent. Une semaine d'analyse du truc, de machin, à essayer de décortiquer toute leur stratégie, tout leur truc. J'ai dit, putain, je vais devenir riche, quoi, c'est sûr. Et donc là, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je viens de trouver un truc, je vais devenir riche. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série Et si on repartait de zéro. Je m'appelle Jérôme Pasquelin, je suis éditeur de sites formateur et consultant SEO. Dans cette série, pour celles et ceux qui ne la connaissent pas encore, j'invite un nouvel intervenant à chaque épisode et je lui pose la question fatidique. Et si demain tu devais repartir de zéro, qu'est-ce que tu ferais? Et c'est une question à double sens puisqu'elle sous-entend aussi qu'est-ce que tu ne ferais pas. Alors le principe est très simple. L'invité, il a son expérience, ses connaissances, quelques euros en poche. Rien de plus. Dans cette série de vidéos, on va parler de publicité, d'affiliation, de dropshipping, de vente d'articles sponsorisés. On va parler de SEO, de domaine expiré, de SIA et plus généralement de web marketing. Vous l'aurez compris, la thématique va s'ajuster en fonction de l'intervenant. Alors je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper les prochains épisodes. Et n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez des vidéos, poser des questions aux intervenants et éventuellement me proposer d'autres invités. A tout de suite avec le prochain intervenant. Alors, aujourd'hui, je reçois le roi Arthur dans cette nouvelle vidéo. Arthur, bonjour, bienvenue à la maison. Salut Jérôme, merci beaucoup pour ton invitation, très content d'être là. Eh ben écoute, très content que tu viennes, franchement ça me fait plaisir. Je vais te laisser te présenter rapidement, et puis après tu vas nous dire ce que tu ferais si tu repartais de zéro. Ça marche. Je m'appelle Arthur Villecourt, je suis éditeur de site depuis 2013, donc ça commence à faire un petit moment maintenant, et je fais essentiellement depuis 2013 du coup, même si on va le voir, ça a un petit peu changé par la suite, de l'édition de site SEO plus affiliation pour monétiser mes monnaies sites. J'ai été associé sur Malte pendant 4 ans dans une boîte où on faisait que ça en mode usine avec des salariés, etc. Et je suis revenu en France pour expérimenter un nouveau domaine assez brièvement qui est le streaming de jeux vidéo. Et c'est là où j'ai vraiment découvert l'univers de YouTube et j'ai appris à créer du contenu sur YouTube, dont on va un petit peu parler dans cette vidéo d'ailleurs. Et par la suite, j'ai cofondé le Wizards Podcast, où on parle de business en ligne au sens un petit peu large, mais particulièrement d'édition de sites, d'affiliation et de SEO également. Et je suis donc associé avec Franck et Anthony là-dessus. Et par la suite, et je suis aujourd'hui cofondateur de 2 SaaS. Donc le premier, c'est Lucid.ai, qui fait de la détection d'intelligence artificielle. Et le deuxième, c'est Wisewand.ai, qui est un rédacteur boosté par IA, qui permet de faire du contenu qui se positionne grâce à une compréhension de l'intention de recherche notamment, et avec un mode affiliation qui est la petite spécificité pour le moment. Voilà, avec une sortie prévue le 3 mars. Petit cut de cette vidéo après tournage, déjà pour vous inciter à liker, à vous abonner. Abonnez-vous, comme ça vous nous préparez les prochains épisodes de la série Si on repartait de zéro. Aujourd'hui on est le 3 mars. Le 3 mars c'est la sortie de Wizwand. Wizwand a été cofondé par Arthur. Et moi j'ai été bêta-testeur de Wizwand. Donc vous voyez un petit peu pourquoi je vous en parle maintenant. Donc ça me paraissait important, cool et utile de vous parler un petit peu de cet outil-là. Moi, j'ai généré une 50aine de contenus avec, et je dois dire, au niveau, là, je vais vous parler juste du contenu généré, on se rapproche quand même pas mal de ce que je demande à mes rédacteurs, et ils ont quand même des guidelines qui sont assez poussé, voilà. Donc moi je l'ai testé en version bêta, donc ce qu'il faut se dire c'est que maintenant déjà au niveau de la sortie c'est potentiellement mieux et au fur et à mesure ça va être encore mieux, mais déjà à la base on est sur quelque chose sur des contenus générés qui sont très bien. Ce que je ne supporte pas au niveau des rendus de contenu, donc le contenu dupliqué, un grand classique, les coquilles vides. C'est-à-dire c'est les textes avec des phrases tellement génériques qu'on pourrait les réutiliser sur d'autres sujets, sur d'autres thématiques, et surtout, je me mets à la place d'un internaute, ne pas apprendre grand-chose. C'est-à-dire je vais passer 3 minutes à
à lire un contenu. Si j'avais lu que 4 lignes, finalement, j'avais les grandes idées. Le reste, c'est que du remplissage et c'est du secondaire, c'est pas important. Donc, j'ai eu des contenus en fait qui étaient au niveau informationnel qui étaient très bien. Et au niveau mise en page, mise en forme, etc., qui était vraiment, comme je vous disais, très rapprochant de ce que je demande à mes rédacteurs, c'est-à-dire la structure des sous-titres, qu'il y ait des tableaux, que les contenus soient aérés, qu'il y ait du gras, qu'il y ait de l'italique, etc., etc. Donc on est sur un outil, je pense, qui a pas mal de potentiel. J'ai pas assez de recul pour vous dire si ça rank ou pas, parce que mes tests sont quand même très récents, hein, ça demande 15 jours. Donc peut-être que je vous referai une vidéo dans quelques mois. D'ailleurs, c'est une idée que j'avais de faire un bench de tous les outils, enfin en tout cas les outils principaux de génération de contenu. Toujours est-il, je vous le recommande. Ça sort aujourd'hui. Si vous avez envie de tester, je vais vous mettre un code promo juste en dessous qui vous permettra de bénéficier de 10% de remise. Et ces 10% de remise, pas uniquement sur la première commande, c'est sur toutes vos commandes. Voilà, comme ça vous pourrez en profiter. Au niveau des tarifs, ils sont plus ou moins alignés avec les autres outils. De toute façon, tout le monde est plus ou moins au même tarif. Donc nouvel outil, en tout cas qui a l'air de buzzer depuis ce matin. Je vous tourne la vidéo où il est 16h19. Depuis ce matin, on entend parler un petit peu partout sur YouTube et sur Twitter. J'ai pas été voir LinkedIn, mais je pense que ça doit être la même. Donc, si vous voulez tester, vous avez le code promo en dessous. Et toujours est-il que moi, d'après les 50 contenus générés que j'ai fait, je ne peux que vous le recommander. Les Wizards de tête, vous tournez une vidéo par semaine depuis ça va, je pense que ça va faire un bon 2 ans et demi, et je pense qu'on se rapproche des 3 ans. Ouais. On n'a jamais loupé une semaine. Après, des fois, pour ne rien te cacher, on en tourne quelques-uns en avance, donc mais ouais, c'est intense. Ouais, c'est clair. Franchement, j'ai quasiment, je vais pas dire que j'ai tout vu, parce que mais j'ai dû en voir au moins 60-70% de vos vidéos. Ce qui est déjà beaucoup. ouais, mais c'est gros boulot, hein. Franchement, bravo. Bon, super pour la présentation. Alors demain, si tu repartais de zéro avec principalement ta matière grise et éventuellement un petit peu de budget, qu'est-ce que tu ferais du coup ? Alors moi, j'ai même dans le challenge, vraiment, on écarte carrément la question de budget. Okay. Et tu le verras, ce que je vais te proposer, c'est une stratégie sur YouTube assez complète. Et je pense, je sais pas si tu as un objectif, tu vois, un peu, tu vois, si c'est le 1 000 € par mois, ou je sais pas si dans ton concept, Jérôme, t'as fixé un petit objectif ou pas nécessairement, mais je pense pouvoir arriver en un mois aux 1 000 € par mois pour qu'on puisse se donner un ordre d'idée, et assez rapidement, si les choses sont bien faites, plus, en gros. Sans trop rentrer dans le détail, en sachant que je vais essayer vraiment de donner toute la recette de ce que je ferai. Donc la première chose, la première question que je vais me poser, c'est quelle est ma niche ? Parce que ça, je pense que c'est un peu incontournable. C'est d'abord définir la niche sur laquelle on va se lancer. Et là, la niche que j'ai décidé pour le case study, la petite étude de cas du jour, c'est le no-code et l'automatisation, qui est, à mon sens, un secteur ultra en vogue aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs. Enfin voilà, l'automatisation au sens large qui permet de gagner beaucoup de temps. Et je sais pas si toi, tu automatises certains trucs dans ton propre business, mais en tout cas, voilà, c'est un gros secteur, et qui, en plus de ça, un secteur qui me plaît, ce qui, à mon sens, est quand même assez important. Et donc, le premier réflexe que je vais avoir, c'est de créer une chaîne YouTube sur le sujet, donc du no-code et de l'automatisation, donc de zéro. Et la première problématique à laquelle je vais me confronter, c'est ce qu'on appelle la sandbox, qui est aussi très présente en SEO traditionnel, puisque sur YouTube, il faut le savoir, mais la sandbox, en gros, il y a une espèce de sandbox. Alors la sandbox, c'est qu'en gros, quand vous mettez un contenu en ligne sur YouTube, vos tout premiers contenus, vous avez 0 abonnés. YouTube va vraiment envoyer très peu de trafic sur votre contenu, et il va le tester, mais il va être très dur avec votre contenu, en gros. Donc ça veut dire que ça peut être très frustrant, et vos premières vidéos, tant que vous n'avez pas atteint le fameux chiffre des 30 abonnés, c'est en tout cas ce que j'ai analysé au travers de mes différentes chaînes YouTube, vous êtes quasi invisible aux yeux de l'algorithme. C'est-à-dire que, je te donne un exemple, mais si jamais tu avais aujourd'hui 5 abonnés, Jérôme, et que je tape, suite à la publication de cet épisode,
Jérôme Pasquelin, Arthur Villecourt, et donc que ta chaîne est en sandbox, elle va même pas sortir sur nos deux noms prénoms, même si ta chaîne s'appelle Jérôme Pasquelin et qu'il y a Arthur Villecourt dans le titre de la vidéo. Donc ça, c'est vraiment problématique et c'est un vrai frein. Et je m'y suis encore confronté récemment, donc il faut le savoir. La première chose à faire, c'est d'obtenir ces 30 premiers abonnés. Et pour ça, le premier conseil que je peux donner, c'est aller demander à vos amis de vous abonner. De s'abonner, allez demander à votre famille, à vos proches. 30 personnes, c'est pas énorme, mais allez quémander les 30 premiers abonnements, ça vous évitera de passer des semaines à galérer avec les vues, etc. Même si, je tiens à le dire aussi, il est tout à fait possible, si vous faites une vidéo de très bonne qualité dès le début, qui répond à un point de douleur, etc., dès la première vidéo, en fait, le peu de personnes qui vont être envoyées sur votre vidéo vont être transformés potentiellement en abonnés, vont se dire oh, c'est un super contenu, vont regarder et en fait vont envoyer tous les signaux positifs qui vont faire que Google du coup pousse un petit peu plus la vidéo dans l'algorithme et que vous sortez beaucoup plus vite que prévu de la sandbox. Cependant, pour éviter de jouer avec le feu, on va dire, je vous invite vraiment à obtenir ces 30 abonnés le plus rapidement possible. Et la deuxième chose que je fais après la création de cette chaîne YouTube, c'est de me fixer un objectif de régularité. Et ça, pour moi, c'est ultra important quand on crée du contenu de manière générale, que ça soit en SEO, que si on est créateur de contenu TikTok, Instagram, peu importe, c'est de se fixer. Tu le disais d'ailleurs en intro de cette vidéo, Jérôme, avec les Wizards, ça fait bientôt 3 ans qu'on publie un épisode par semaine. On n'en a jamais loupé un, parce qu'à un moment, on s'est dit, on se fixe l'objectif d'un épisode par semaine, et que sur le long terme, c'est vraiment la régularité qui va payer. Donc du coup, si vous pensez que moi, je me dis par exemple, si vraiment c'est un projet à plein temps, 2 épisodes par semaine, c'est largement jouable, voire 3 d'ailleurs. Enfin 2 épisodes, 2 vidéos par semaine. Mais en tout cas, je me fixe mon objectif avant même de commencer. Ok. Alors attends, je vais te couper, j'ai déjà des questions. N'hésite pas. 1 000 € par mois, en un mois. Du coup, c'est en quoi? C'est en affiliation? C'est juste en publicité? Tu le verras en gros, si tu veux, j'en parle maintenant de la stratégie de monétisation de la chaîne. On verra après si après. Mais grosso modo, c'est au début, pour aller plus vite, je vendrai mon temps directement au travers de vente de services. D'accord. Mais vous le verrez, la stratégie de monétisation, elle est très complète aussi. On peut allier plein d'éléments, plein de briques ensemble. Une fois qu'on a cette notion de sandbox, qu'on s'est fixé un objectif, il y a la chose la plus importante à savoir avec YouTube, je pense, c'est qu'il y a 2 manières d'attirer du trafic sur YouTube. La première des manières, c'est ce que j'appelle moi la traction algorithmique. C'est-à-dire qu'on oublie un peu la notion de SEO sur YouTube, qui est la deuxième manière du coup, en tout cas pour le moment. Et cette traction algorithmique, elle est basée, en fait, pour bien comprendre, aujourd'hui, l'algorithme fonctionne en cohorte. Donc si par exemple vous avez une chaîne qui parle de fitness ou je sais pas moi d'alimentation, vous allez en fait en fonction du sujet de votre vidéo, de comment vous avez amené la vidéo, ce qui se trouve à l'intérieur, de la qualité du fond de ce que vous dites à l'intérieur de la vidéo. Au tout départ, YouTube se dit cette chaîne elle parle vraiment à des passionnés d'alimentation, des gens qui sont très intéressés par le sujet, et plus la vidéo va cocher des cases, donc plus elle va passer les différents tests de YouTube au niveau algorithmique, plus elle va passer à la cohorte du dessus. Donc c'est-à-dire que au départ, elle va parler juste aux passionnés d'alimentation, je sais pas si ça existe, mais aux gens qui sont très très intéressés par ça. Puis ensuite, elle va parler aux gens qui sont intéressés par la musculation. Puis ensuite, elle va parler à tous les gens qui ont peut-être des difficultés intestinale en gros ça augmente à chaque fois jusqu'à être sur le secteur du mainstream où tout le monde est potentiellement intéressé par votre vidéo, et là donc votre vidéo peut faire 500 000 vues, 1 million de vues, etc. Donc ça, il faut bien comprendre que cet algorithme il fonctionne en cohorte sur YouTube. Donc si votre vidéo rate son premier test, le premier test du milieu qui concerne juste les gens qui sont potentiellement très très intéressés par votre contenu, jamais elle va transpercer les cohortes supplémentaires, et donc jamais vous avez une vidéo qui va dépasser ne serait-ce que 10 000 vues. Enfin, déjà 10 000 vues c'est beaucoup en fonction de la thématique, mais en tout cas elle va rester très nichée. Donc ça c'est la première chose à comprendre avec l'algorithme. Et ensuite, si elle performe bien au départ, et qu'elle coche toutes les cases de l'algorithme, là par contre vous pouvez avoir une vidéo qui transperce les cohortes et qui va être donc diffusée de manière plus large. Et d'ailleurs on le voit, nous en tant que créateurs, c'est que des fois on a des vidéos qui
vont être communiqués à notre audience uniquement, qui va bien fonctionner sur notre audience, et donc on va avoir des taux de clics assez importants sur les miniatures par exemple. Et puis on voit qu'à un moment, boum, elle passe sous le cohorte, elle est diffusée plus largement, donc il y a plus de gens qui ont notre vidéo en proposition. Par contre, les taux de clics diminuent, ce qui est assez logique aussi. Et ça, en fait, c'est justement ce système d'algorithme en cohorte. Excuse-moi, Jérôme, vas-y. Ce que tu me décris, c'est exactement le fonctionnement de ce qu'on a sur Discover. Sur Google Discover, tu pars sur une petite cohorte et après tu montes. Si tu as fait tes preuves, voilà, CTR élevé, etc., ça te permet de monter avec les histoires de régularité et tout ça. C'est très ressemblant, ce que tu décris. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Et donc la deuxième manière d'obtenir du trafic sur YouTube, c'est bien évidemment le SEO sur YouTube. Et là, pour tous ceux qui nous écoutent, qui sont à mon avis te connaissant, justement intéressés à la base par le SEO un peu plus traditionnel, c'est un jeu d'enfant parce que c'est beaucoup plus facile de se positionner sur YouTube que sur un site plus traditionnel sur le SEO YouTube, donc quand vous tapez un mot-clé. Mais par contre, ça veut dire aussi que dès le départ, il va falloir que je sois capable dans mes différents contenus, et vous allez le voir, l'objectif c'est que je définisse une liste de sujets pour pouvoir, avant de me lancer, pour préparer un peu le terrain. Mais il faut que je sois capable de me dire, ok, je vais ce contenu-là, ça sera un contenu SEO, et donc vous le tournez en tant que tel, c'est-à-dire avec, comme en SEO traditionnel, le mot-clé dans le titre, le mot-clé plus élément un petit peu plus poussé vers le CTR, enfin, de la même manière, et vous verrez, il y a plein de manières de faire, mais en tout cas, il y a ces deux notions-là, c'est soit on s'appuie sur l'attraction algorithmique, soit on s'appuie sur le SEO. Et c'est vraiment les deux axes d'acquisition de trafic sur YouTube qu'il faut absolument connaître. Et ensuite, une fois qu'on sait ça, il y a ce que moi je vais appeler la recette d'un bon contenu qui performe sur YouTube. Ça commence du coup par définir soit l'un soit l'autre, traction organique ou SEO. Et ensuite, c'est une bonne miniature. Même si on le verra, moi je vous recommande, au départ en tout cas, de rester très minimaliste sur tout ce que vous allez faire. Et là, dans mon projet en l'occurrence, c'est vraiment ce que je vais faire. Je vais rester très minimaliste. Ensuite, ne pas hésiter à être, et ça c'est sans doute le plus compliqué pour certaines personnes, et ce que je peux comprendre, c'est à être racoleur sur la forme, mais bon sur le fond. C'est-à-dire qu'on a un bon contenu, mais on n'hésite pas à être racoleur sur la forme. Et là, pour le coup, nous, typiquement, avec les Wizards, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. C'est-à-dire, si jamais dans deux heures de podcast, la personne nous dit, là, ce mois-ci, j'ai gagné, boum, et la miniature, ça va être boum, ce mois-ci. Enfin, on met en avant ce qui racole le clic. Et vous êtes obligé de jouer à ce jeu-là, malheureusement, entre guillemets, parce que les gens, aujourd'hui, vont vers ce type de contenu-là. Et certains me diront, ah oui, mais Arthur, c'est des conneries, les gens intelligents, justement, ils sont débectés par ce type d'approche. La réalité, c'est que même les gens intelligents, pour un peu qui cliquent sur ce type de contenu, derrière, encore une fois, si le fond de votre contenu est bon, ils acceptent que vous jouiez avec les bonnes règles du jeu, entre guillemets, qui sont celles-ci. Ouais, et puis les gens intelligents, entre guillemets, il y en a beaucoup moins que les gens tout court. Voilà. Les cohortes, elles sont pas... Ça, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je n'en pense pas moins. C'est ça. Et quand tu dis au début, tu conseillerais d'avoir une approche minimaliste. Ça veut dire quoi, minimaliste, exactement ? Ça veut dire que tout ce qui est vidéo ultra montée, j'oublie. Encore une fois, je me concentre sur le fond. Le montage, c'est vraiment... c'est pour moi... Après, ça dépend évidemment si vous vous lancez, si vous voulez concurrencer Squeezie, il va falloir un bon montage. Si vous êtes sur une niche business comme celle que j'ai choisie, clairement, les gens veulent de la valeur. Ils veulent pas d'un montage, ils s'en foutent. Alors, à terme, si vous pouvez avoir et la valeur et le montage, c'est bien. Mais moi, d'expérience aujourd'hui, j'ai pas mal de chaînes YouTube et je me rends compte qu'en fait, les chaînes sur lesquelles je travaille plus justement la forme, sont pas nécessairement celles qui me rapportent le plus de business. Même si si tu veux, la valeur du fond est identique entre une chaîne où je travaille la forme et le fond et une chaîne où je travaille juste le fond, mais en fait, je peux être tellement plus productif sur la chaîne où je travaille juste le fond de l'information que je fais plus de volume et donc ça génère potentiellement plus de business. Donc ça, pour moi, c'est important en tout cas au début, de pas s'embêter avec les fioritures. Et ça veut aussi dire, par exemple, le thumbnail, donc la miniature. Moi, aujourd'hui, ce que je fais quand je lance une nouvelle chaîne, c'est je fais un template Canva
très simple. Et là, pareil, c'est ce que je ferais pour ce projet-là. Et du coup, les gens, certes, ils se disent, c'est pas un thumbnail de zinzin, mais par contre, ils peuvent aussi s'habituer. C'est aussi l'un des points cool. C'est ils s'habituent au thumbnail. Et même si le thumbnail, il coche pas toutes les cases, en fait, ils savent que il y a une nouvelle vidéo de tel truc et j'aime bien ce qu'il fait. Donc, à terme, ça peut devenir quelque chose de clairement viable. En attendant, encore une fois, c'est le jour où on a envie d'aller plus loin, de passer par un Media Maker, de payer sa miniature entre 30 et 50 balles unité, et pour essayer ça monte autant que ça ? Ouais, ça devient cher. Et tous les miniaturistes par lesquels je passe, à la fois c'est cher, à la fois de plus en plus ils sont injoignables. Enfin, pour moi c'est les pires prestataires entre guillemets par lesquels si vous avez d'ailleurs je suis très chaud de lire dans les commentaires si vous avez des miniaturistes à me recommander. À part, je tiens à le dire, il y a notamment un miniaturiste, Matt, qui fait des belles miniatures pour beaucoup de SEO en francophonie. Donc je parle pas de lui quand je dis ça, mais sinon c'est vraiment compliqué. J'ai l'impression que c'est beaucoup de jeunes en bas âge qui font des miniatures et je pense que c'est un bon business. Mais il y a très peu de vrais professionnels, tu vois, c'est un peu embêtant, je trouve. Puis j'ai l'impression que c'est toujours le même style, en fait. Quand tu vas sur YouTube, c'est toujours le même style, alors avec des couleurs différentes, etc. Mais il n'y en a pas beaucoup qui se démarquent. Ouais, c'est clair. Je trouve. Tronc commun, ouais. Ok. Ça marche. Donc ensuite, ça passe évidemment par un bon titre, toujours dans cette recette. Donc là, encore une fois, on se pose la question, est-ce que je fais du SEO ? Est-ce que je suis sur plus de l'attraction algorithmique ? Parce que, encore une fois, le titre, et on en parle un peu plus tard, sera complètement différent. Et il y a un point qui est souvent sous-estimé, parce que certaines personnes soit n'en ont pas conscience, soit se disent ça c'est réservé au contenu short, mais pas du tout, c'est les bons hooks. Et même dans une vidéo, YouTube est vraiment peu indulgent par rapport à la rétention que vous allez avoir sur les 30 premières secondes de votre vidéo. Et donc un bon hook, c'est l'accroche du début de vidéo, c'est super important puisque ça va vous permettre, et moi les vidéos qui performent le plus sur ma chaîne, sur mes chaînes aujourd'hui, c'est des vidéos où j'ai particulièrement travaillé le hook. Et vraiment c'est flagrant. C'est-à-dire que même sur YouTube, le fait qu'une grande partie de l'audience reste sur ces 30 premières secondes, c'est un signal qui est beaucoup plus puissant que le watch time, qui est aussi un signal puissant global de la vidéo par exemple. Et ensuite, c'est ce que je vais devoir me dire sur ce case study, et c'est ce que vous devez vous dire si vous faites une chaîne YouTube demain, c'est de la valeur ajoutée et rien d'autre. C'est être le plus possible en train de distribuer de la valeur et garder en tête, moi c'est vraiment la phrase que je garde en tête en permanence quand je crée du contenu sur YouTube, c'est mon viewer, la personne qui regarde la vidéo, cherche en permanence la moindre excuse pour se barrer. C'est à partir du moment où quelqu'un a cliqué, vraiment, vous devez vous dire, je dois être H24 en train de délivrer, parce que sinon, la personne, il y a un moment, on perd un peu l'attention et elle s'en va, quoi. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne, et c'est comme ça que vous devez créer du contenu aujourd'hui sur YouTube. Et ensuite, si vous le pouvez, et c'est ce que je vais essayer de faire sur ma chaîne, c'est créer des formats uniques et originaux. Et là, vous êtes sur le parfait exemple de Jérôme, avec ton format, qui est un format d'ailleurs, on l'a, je crois, dit plusieurs fois dans les podcasts, et je pense que beaucoup de gens en francophonie le pensent. C'est un format qui plaît, c'est un format qui marche, qui a fait ses preuves, et c'est même un format où je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent « Putain, j'ai envie de faire le même format que Jérôme, parce qu'il marche trop bien, tu vois. » Et en fait, quand tu es dans ce truc-là, je pense que tu as trouvé un bon format, une bonne formule, et dans le passé, sur mes différentes chaînes YouTube, ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver dans des formats que j'ai créés de toutes pièces un petit peu uniques, comme ça, où justement, je sais que mes concurrents se disaient un peu en mode est-ce que je peux y aller, est-ce que je peux faire le même genre de truc, et quand tu as trouvé un truc comme ça, c'est super, parce que c'est un très bon levier d'acquisition, et si en plus de ça, tu peux avoir un format comme le tien, où tu invites quelqu'un qui va en fait t'aider à créer ce contenu et à faire ton acquisition, là c'est encore mieux. Donc cette histoire de format, c'est vraiment quelque chose d'important aussi. C'est pas absolument obligatoire, mais ça sera clairement une force pour ma chaîne YouTube. Et ça, toi, tu vas en parler du format que tu mettrais en place Alors, je peux donner un exemple concret, mais parce que c'est quelque chose que j'ai fait sur un case study, pour le coup, que j'ai vraiment mis en application récemment, sur une chaîne YouTube où je parle pas réellement de no-code, mais de développement piloté par IA avec des outils comme Bolt, Cursor, Lovable, il y en a pas mal.
Et là, le format que j'ai fait, c'est que j'ai adapté un format justement que j'avais déjà créé sur ma chaîne de jeux vidéo il y a 5 ans maintenant, où j'invitais des gens, un petit peu dans un format interview comme ça, pour qu'ils me présentent ce qu'ils avaient réussi à faire dans le jeu en termes de synergie d'équipement, etc. Et ce format, je l'ai complètement adapté sur ma chaîne Nia Bolt, où j'invite des gens pour qu'ils me présentent ce qu'ils ont créé avec Bolt. Et en fait, pareil, avec une petite structure, si tu veux, plutôt dynamique, mais sur un format interview assez classique. Et du coup, on regarde leurs projets, je leur demande quelles difficultés ils ont rencontrées dans leur projet, etc. Et ça me permet, moi, d'avoir, de montrer, déjà d'accueillir des gens sur ma chaîne, de pouvoir montrer que je suis assez ouvert sur ce genre de trucs, que je suis au contact même des créateurs qui me regardent, etc. Et en plus de ça, ça me fait du contenu plutôt facile, puisque j'ai différents types de SaaS, d'outils, de machins qui sont créés avec des gens qui ont peut-être des dizaines, voire des centaines d'heures d'expérience avec l'outil et qui vont pouvoir me faire un feedback intéressant. Okay. Donc, ça donne de la valeur. Donc ça, typiquement, c'est le genre de format que j'ai créé récemment et sur lequel j'ai clairement bien capitalisé aussi sur cette chaîne YouTube en l'occurrence. Ouais, sympa. Et je voulais rediscuter du choix de la niche avec toi. Ouais. Il y a deux grandes approches. Généralement, quand on parle de niche, il y a l'approche passionnée. Ouais. Je suis passionné d'un sujet, je le connais, donc je lance une niche dessus. Enfin, je choisis cette niche-là. Ou bien le côté rentabilité et potentiel. Toi, c'était quoi ton approche par rapport à ça ? Là, tu vois, je m'étais noté dans mes notes argent versus passion. Et je pense que le mieux, déjà, c'est de définir son leitmotiv, son véritable objectif long terme. Est-ce qu'on est drivé par l'argent, ce qui peut être un driver, pour certains c'est tabou, mais voilà. Ou est-ce que justement, en fait, et pour moi, ça renvoie tout de suite à la question de la régularité. C'est de vous dire, ok, les 6 prochains mois, je m'engage à créer du contenu toutes les semaines, 2 fois par semaine, toutes les 2 semaines. Et si, quand vous vous posez la question de je m'engage à créer du contenu typiquement sur les sites de rencontres, parce qu'on sait que ça rapporte de l'oseille, est-ce que c'est quelque chose que vous allez pouvoir tenir sur cette période de temps alors que vous n'avez pas forcément les résultats escomptés? Est-ce que vous allez pouvoir tenir le choc? Et si la réponse à cette question est non, c'est peut-être aller plus vers quelque chose dans le croisement de ce qui vous intéresse et de ce qui va potentiellement pouvoir générer de l'argent, quoi. Ouais. Mais globalement, je pense que toutes les niches ou presque peuvent être monétisables. Il y a un super exemple d'ailleurs qui est assez proche de notre communauté, c'est les triconautes, donc c'est une chaîne YouTube sur le tricot. Et ils monétisent, ils ont un vrai business autour de ça, plus un site qui fait de l'acquisition SEO en plus, etc. Et donc, typiquement, si on peut faire de l'argent sur le tricot, on peut faire de l'argent sur beaucoup de choses. Voilà. Ah, mais ça, cette thématique-là, moi, j'avais des sites sur Discover, on parlait beaucoup de bons plans, etc., de produits Lidl. Les machines à coudre, quand ça sortait, quand on arrivait à performer dessus, on faisait un trafic incroyable. Ah ouais, ah ouais, les machines à coudre Lidl, les machines automatiques, les machines manuelles, parce qu'il y a des machines à coudre manuelles aussi, tous les accessoires, il y a des sets, des kits, il y a plein de choses, franchement, ça cartonnait, donc ça m'étonne pas du tout. Ouais, ouais, il y a un gros potentiel là-dessus. Ouais. Et dernier point, tu parlais du cap des 30 abonnés. Ouais. Et du coup, c'est 30 vrais abonnés. Ou genre, si tu passes par des services, tu sais où tu peux avoir des abonnés, ça passe aussi. Non, moi, tous les raccourcis, je éviter. Moi, j'ai déjà essayé, j'ai une vidéo qui marchait mal, je me suis dit, je vais envoyer un peu de vues, j'ai fait quelques tests. Vraiment, j'ai jamais eu de résultats positifs. Ouais. Alors, pour cette histoire des abonnés, j'avoue que j'ai pas testé. Mais par contre, je sais que par définition, il vaut mieux que ça soit un membre de votre famille ou de votre réseau qui s'abonne, que peut-être ça soit un abonné utile, parce que la réalité derrière, c'est que quand YouTube va envoyer une vidéo, si elle l'envoie à des Indiens qui n'ont rien à foutre et qui sont juste abonnés pour être payés pour ça, vous allez avoir des résultats dégueulasses et en fait, ça va clairement fausser vos stats et donc fausser vos potentiels lancements de vidéos. Donc, vous vous mettez un peu une balle dans le pied, même si c'est sur un petit volume d'abonnés. Je vous invite vraiment à éviter ce genre de méthode. Ok, ça marche, sympa. Ok. Alors, tu me dis, Jérôme, moi j'ai encore pas mal de petites choses à dire, mais ça dépend du timing et tout. Je t'en prie. Sur la recette, du coup,
J'en étais là, un bon titre, un bon format unique et originaux. Voilà, voilà, format unique et originaux. Ouais. Et il y a aussi un petit point que je recommande à tous les créateurs et que j'utiliserai dans mon case study demain et qui peut être utile même pour alimenter l'algorithme, c'est tout ce qui est sommaire YouTube. Donc typiquement, tu vois, cette vidéo par exemple qu'on est en train de faire, Jérôme, ça peut être intéressant que les gens puissent passer d'un timing à un autre de la vidéo en fonction d'un sujet qu'on aborde, etc. Parce que ça va te permettre à la fois de montrer à l'algorithme de YouTube, à tel moment on parle de ça, et donc sémantiquement, un peu comme en SEO, ça va avoir un vrai intérêt pour l'algorithme, de 1. Et de 2, ça va améliorer le watch time. Parce que quelqu'un qui est en train de se faire chier au moment où je suis en train de parler, il se dit, ça par contre, ça m'intéresse. Et en fait, au lieu de se barrer, il peut potentiellement aller voir une autre partie de la vidéo. Donc ça, c'est pour le coup, pareil, les sommaires, c'est vraiment ce que je vous invite à faire. Alors, moi, ça, c'est vraiment pour la recette. Je pense qu'on a fait le tour. La partie MVP, tu m'as déjà interrogé dessus, mais en gros, pour récapituler vite fait, template Canva pour les miniatures, je me prends pas la tête pour les miniatures, pas ou très peu de montage, et le montage que je fais avec un logiciel gratuit, CapCut, donc jusque là, toujours aucun budget engagé. Voilà, vraiment très peu de montage, je me concentre sur le fond. À la limite, c'est quand on débute sur YouTube et qu'on n'a pas forcément l'habitude de parler face à une caméra ou non, on le voit juste après. Il y a juste à faire des petits cuts pour couper les moments où juste vous allez vous dire ah, merde, qu'est-ce que je voulais dire, et tous ces moments-là, vous les coupez pour avoir une vidéo encore une fois qui est efficace et qui va droit au but. Et ça, même si c'est du payant, tu as un logiciel qui permet de faire ça automatiquement ou pas? Alors, moi, j'en avais testé, mais... Il y a une fonctionnalité sur Adobe Premiere, mais logiciel payant. Et je suis pas très convaincu, mais qui te permet de couper les blancs automatiquement. J'ai essayé, mais en fait, je préfère le faire moi-même ou déléguer un monteur quand vraiment c'est nécessaire. Parce que je suis pas ultra convaincu encore, mais je sais que j'ai des amis qui montent leurs vidéos et qui utilisent ce type de procédé et qui, eux, trouvent ça plutôt pas mal. Mais peut-être que sur CapCut, ça existe aussi d'ailleurs. Et alors je change un petit peu je change pas de sujet, mais j'essaie de regarder un petit peu plus loin. Là, tu vas passer du temps pour faire des vidéos, des vidéos plus ou moins longues. Est-ce que ces vidéos-là, tu vas les réutiliser pour faire des shorts sur YouTube, pour les publier sur TikTok, etc. au passage, ou tu focalises juste sur YouTube? Alors ça, je sais peut-être que c'est une mauvaise idée, mais moi je focalise juste sur YouTube. Parce que je considère que je suis pas forcément très consommateur de shorts moi-même. Je considère que peut-être à tort que les gens qui consomment des shorts sont pas nécessairement les mêmes que ceux qui consomment des vidéos de 15-20 minutes sur YouTube. Et je vais encore plus loin que ça, c'est que j'ai pas trop envie de diluer mon audience existante des gens qui consomment des shorts avec les gens qui, eux, sont capables de consommer un contenu un peu plus long sur YouTube. Mais encore une fois, je le conçois, ça peut être une erreur. Et du coup, je justifie cette potentielle erreur par le fait que je préfère investir mon temps pleinement sur la création de contenu long plutôt que de m'embêter à shorter. Et certains pourront se dire, ouais, mais Arthur, il existe des outils qui permettent de faire des shorts automatiquement depuis un contenu long. Oui, et d'ailleurs, l'outil qu'on est en train d'utiliser, Jérôme, Riverside, pour enregistrer, permet de le faire. Mais je ne suis pas ultra convaincu. En fait, moi, même si je vous ai dit c'est MVP, on se concentre sur le fond et avant de se concentrer sur la forme, mais je trouve que le short, par essence, c'est un contenu tellement court que vous êtes obligé d'avoir une forme correcte pour avoir un short efficace. Et un short, pareil, au niveau si je dois prendre un prestataire pour gérer mes shorts, c'est un bon short, c'est au moins 25 balles unité. Donc, donc franchement, non merci. Donc voilà, je me concentrerai sur le contenu long dans un premier temps. Ok, d'accord, intéressant. Et par contre, il y a une question qui est assez récurrente et je suis sûr qu'il y a une partie des gens qui nous regardent qui se sont posé la question, c'est est-ce qu'on montre sa tête ou non? Est-ce qu'on fait une chaîne faceless? Est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'une chaîne réelle? D'ailleurs, c'est rigolo parce qu'il y a un YouTuber que j'aime bien, Victor Hutter-Luréal, qui a créé la théorie de la chouette sans tête et qui affirme que bientôt, on sera complètement sur YouTube, il y aura plus que des créateurs faceless, voire même finalement des IA, où soit ça sera une IA, soit ça sera quelqu'un faceless, et du coup, l'humain va progressivement s'effacer. Alors moi, je suis pas nécessairement d'accord avec cette théorie, et je pense que au contraire, on a encore aujourd'hui un vrai avantage à créer du contenu. Alors
en montrant sa tête, certes, mais je comprends tout à fait, surtout pour les débutants, que ça soit un cap qui est dur à passer. Et d'ailleurs, c'est aussi l'une des raisons pour laquelle YouTube est un Eldorado. C'est que contrairement à l'édition de site SEO, il y a cette barrière à l'entrée pour beaucoup de gens qui est de montrer sa tête, alors que la réalité, c'est que là, ma chaîne d'automatisation, ce case study-là, je pourrais le faire en faceless. Je pourrais ne pas montrer ma tête, mais juste, je distribue tellement de valeur que ça intéresse les gens. Et d'ailleurs, que ça compense clairement. Et d'ailleurs, en exemple concret, on a par exemple Money Radar, avec, je ne sais pas si tu connais cette chaîne, Jérôme, mais qui est une chaîne qui parle de finance. Et il y a une fille qui, donc c'est une voix off féminine qui est absolument incroyable d'ailleurs, on n'a jamais vu sa tête et on n'en a pas besoin, et ça fonctionne très bien comme ça parce que le fond est travaillé. Donc voilà. Et par contre, je contrebalance parce que moi je suis quand même un grand défenseur, on va dire, du fait de montrer sa tête quand on crée du contenu. Vous allez, par conséquent, si vous décidez de le faire et de sauter le pas, créer plus de connexion avec la personne qui regarde. Vous allez potentiellement pouvoir avoir la confiance plus facilement de la personne qui vous regarde. Enfin, pour moi, ça a des vrais avantages de montrer sa tête, mais vous n'êtes absolument pas obligé de le faire. Même les interactions, je pense qu'il y a peut-être plus de commentaires si tu as une vraie personne en face que si tu n'as pas de personne. C'est possible. Mais encore une fois, par contre, le fond du contenu prime tellement que si vraiment il y a une grosse valeur distribuée dans la vidéo, par essence, une vidéo YouTube est gratuite et ça peut vraiment avoir très très peu d'impact. Parce que la vraie réalité, c'est que les gens qui regardent les contenus sur YouTube s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de nous. C'est très demain, que ça soit moi, Jérôme, les Wizards, peu importe qui, si on crée une vidéo, le titre c'est Pouette et dedans juste on raconte nos vies pendant 10 minutes, et ben au lieu de faire de faire les vues qu'on fait habituellement, on fera pas de vues ou très très peu. Les gens qui vraiment sont intéressés par nous en tant qu'humains et nos vies et machin, mais c'est ridicule en fait. Chacun plein de choses à faire dans sa journée et les gens ont pas de temps à gaspiller entre guillemets sur des trucs inutiles. Voilà. En vrai, moi, il y a plein de vidéos que j'écoute. Je les regarde pas, elles sont sur mon deuxième PC là, et je regarde pas. Clairement. J'écoute et Est-ce que tu penses qu'au niveau de l'algo, là, on parlait des commentaires, ça a une grosse influence, le fait que la vidéo soit commentée Alors, d'une influence, oui, une grosse influence, non. Je pense que le watch time a beaucoup plus d'influence. Encore une fois, les 30 premières secondes de la vidéo et la manière dont elles sont regardées ont une grosse influence. Et par contre, les commentaires, oui, ça a une influence, mais vraiment, d'expérience, elle est vraiment pas si énorme que ça. Ouais, c'est pas fou. Et après, il y a peut-être aussi les commentaires en début de vidéo, et puis les commentaires de ceux qui ont regardé toute la vidéo, qui la mettent 5 minutes avant la fin. Qui les mettent, ça peut-être un peu plus de poids, c'est possible, mais je pense que vraiment dans la balance, c'est pas grand-chose. Ok, c'est intéressant. Si tu veux, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé une liste très courte de 4 sujets, exemples, que je pourrais créer, enfin de 4 vidéos que je pourrais mettre en ligne sur cette nouvelle chaîne YouTube sur l'automatisation. Le premier sujet, c'est 10 automatisations indispensables pour gagner du temps en 2025. Ça, typiquement, tu vois, c'est le genre de vidéo, ça peut pousser au clic n'importe qui d'un peu intéressé par l'automatisation. On se dit, bon, automatisation indispensable, on va voir ce qu'il raconte. Et là, encore une fois, si le contenu est bon, vous faites assez facilement un nouvel abonné, assez facilement, vous allez pouvoir capitaliser sur cette vidéo. Vous avez un petit peu comme des contenus affiliés, Zapier versus Make. Quel est le meilleur outil d'automatisation? Alors là, franchement, je ne suis pas sûr que ça soit une vidéo qui fasse beaucoup de vues, parce que Zapier, je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'en foutent un peu aujourd'hui, et que c'est un peu évident pour beaucoup de gens déjà intéressés par l'automatisation. Le versus, si tu veux, il est assez évident de base. Mais bon, pourquoi pas. Et ensuite, là, pour le coup, ce qui est rigolo, c'est que les 2 derniers sujets, j'ai pris un exemple de sujet vraiment SEO, et le deuxième exemple, c'est un sujet vraiment tourné traction algorithmique. Donc le premier sujet, c'est automatisation SEO, comment faire du bon contenu qui rank. Et là, donc c'est sur le mot-clé automatisation SEO, qui est un vrai mot-clé aujourd'hui, qui génère de la vue sur YouTube. Et ensuite, le deuxième sujet, c'est pour le coup là, c'est vraiment tourné vers la traction algorithmique, c'est j'ai créé un agent IA qui remplace mon comptable. Et là, tu as le truc de qu'est-ce qu'il a fait lui? Tu vois, il a créé un robot de toute pièce qui remplace complètement son comptable. Il clique et là pareil, si votre contenu est bon et que vous délivrez de la valeur et que vous n'êtes pas dans la retenue de oh là là mais pour aller plus loin paye ou je sais pas quoi, là naturellement votre vidéo va faire des vues. Alors même si elle en fait pas
70 000. Je pense qu'une vidéo comme ça qui est bien faite et tournée avec de la valeur, elle fait difficilement moins de 2500 vues, même pour qu'une chaîne YouTube qui débute, quoi. Tout est une question de fond, quoi. Ouais, et puis ça, c'est un titre un peu subversif. Tu peux avoir aussi des comptables qui regardent. Exactement. Voilà, et du coup... Et qui deviennent zinzin. et qui commentent, et voilà, c'est ça. Ouais, c'est sûr. Ouais. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour mettre des exemples concrets. Et tu les as trouvés comment, tes exemples ? ChatGPT essentiellement. ChatGPT, un petit prompt. ChatGPT et mon cerveau là pour le j'ai créé un agent IA qui remplace mon comptable. J'ai réfléchi. La trend en ce moment c'est les agents IA. Ça rentre dans le truc de l'automatisation et qui remplace mon comptable ou qui remplace je ne sais qui. Je me suis dit qu'est-ce qu'on pourrait remplacer, mon stagiaire, mon alternant, mon machin. Mais le comptable c'est pas mal parce que du coup tu triggers les comptables. Enfin et du coup tu as ce truc où tu génères de l'interaction. Et ouais je pense que c'est pas mal. Et puis tu parles à tous les entrepreneurs qui ont un comptable, enfin à part les auto-entreprises et ceux qui le font eux-mêmes, mais t'as quand même une cohorte qui peut être assez grande. Voilà, ça peut être intéressant. Ouais. C'est ça. Et au niveau du choix de ta niche, est-ce qu'à un moment tu regardes un peu la concurrence aussi ? Non, jamais. Non. Jamais parce que sur YouTube il y a de la place pour tout le monde. Vous n'avez pas ce truc où, en fait, chacun, si vous créez une chaîne sur un sujet, tant que vous faites les choses bien, vous allez prendre une part du gâteau. La concurrence, c'est un truc, ça m'a jamais... voilà. Voire même, je vais encore plus loin, c'est que j'évite absolument de m'inspirer des concurrents francophones. Donc là, pour le coup, ça, on sort un peu du case study, mais je vais plutôt aller essayer de m'inspirer de tous mes concurrents potentiels à l'étranger, y compris dans des pays, par exemple les concurrents russes, les concurrents hispanophones, même sur des langues dont je ne parle pas. Aujourd'hui, on a la chance de pouvoir assez facilement traduire, comprendre les sujets avec l'IA. On peut justement mettre en place des automatisations qui nous permettent de monitorer tous ces gens-là. Et le fait ça peut aussi donner de très bonnes idées de contenu en monitorant tout ce qui se passe pas en francophonie, parce que là pour le coup ça devient un peu bizarre si tous les contenus qui sont faits par le voisin, surtout c'est ridicule. Le spectre est super grand. Et puis si vous finissez par faire exactement le contenu que le voisin, si vous avez jamais regardé ce que fait le voisin, c'est bon, c'est naturel, quoi. Je veux dire, vous avez rien à vous reprocher entre guillemets. Et dans tous les cas, ce sera pas un plagiat, pas un vol d'idées, pas. Donc moi, j'évite de trop regarder ce que font les concurrents et ça c'est vraiment un faux ami de penser concurrence, de oublier ça, et particulièrement sur YouTube. Parce que je peux comprendre qu'on se pose la question en SEO. Parfois, il y a vraiment des notions de budget qui rentrent en jeu, etc. Sur YouTube, si le fond de votre contenu est bon, vous prendrez une part du gâteau quoi qu'il arrive. Ouais, d'accord. Et le fameux que j'ai oublié de faire, là, abonnez-vous, commentez, etc., tu sais, qu'on répète plusieurs fois sur des vidéos longues, ça c'est quelque chose que tu conseilles ou pas ? Méga important. Ouais. Méga important. Et tu vois, ça va faire grincer des dents les mêmes personnes qui se disent oh là là, tes miniatures putaclic, on n'en peut plus et tout. Mais la réalité, c'est que vraiment, entre le moment où, si vous faites un call to action, ou si vous n'en faites pas, c'est le jour et la nuit. Donc je vous invite vraiment à le faire à l'oral au moins une fois dans la vidéo, et après potentiellement rajouter visuellement des petits call to action qui rappellent le fait, tu vois, et ils vont se dire ah oui c'est vrai, c'est bien ce qu'il fait, hop, et ils s'abonnent. Ok. Bon abonnez-vous alors. Du coup abonnez-vous, likez, commentez et tout ça. Et là tu parles de YouTube uniquement et on parle pas d'autres plateformes genre Dailymotion. Ah non. Non, encore une fois, je me concentre sur YouTube, et toute la partie scaling, même si la réalité c'est que dans le cadre du scaling, j'irai jamais sur Dailymotion, mais typiquement, tu vas me dire, je vais créer un Instagram, je vais créer machin. Là, c'est vraiment le focus le plus important. Et donc, je reste sur YouTube, et vous le verrez dans la stratégie de monétisation. De toute façon, tout l'excédent de temps, si jamais vraiment je suis en full time sur ce nouveau projet, je vais le mettre dans ce qui va me permettre de monétiser derrière mon contenu. Et on y arrive d'ailleurs. Il y a juste pour que les gens puissent avoir un ordre d'idée, sur la partie montage, tournage déjà. Moi, j'utilise un logiciel qui s'appelle OBS Studio, qui est un logiciel gratuit encore une fois. Je clique sur Record, je parle devant ma caméra. Ensuite, pour le montage, comme je vous l'ai dit, je fais passer ça sur CapCut. Enfin, moi, j'ai Adobe Premiere, mais si vous devez le faire sans budget, un logiciel comme CapCut qui est gratuit fera tout à fait l'affaire. Et c'est tout. Et en fait, encore une fois, tout va être. Ce qui importe, c'est vraiment le fond. C'est la qualité de l'information que vous allez transmettre, ou
les raccourcis que vous allez permettre d'obtenir à votre audience. Donc si par exemple aujourd'hui vous parlez de SEO, du contenu facile au-delà de ce dont on parlait, c'est-à-dire d'un concept comme celui de Jérôme avec cette vidéo, vous pouvez aussi faire du contenu facile ou des news de un tel mec super connu en côté anglophone a parlé de ça, voilà un case study. Par exemple, tu vois un tweet super intéressant de quelqu'un qui a fait un case study complet qui s'est tué, toi tu peux faire ton petit contenu, je vais vous regarder ce que j'ai trouvé, un case study super intéressant, voilà, il a fait ça. En fait, ça te fait une vidéo de 10 minutes sur un truc que toi t'as pas fait, mais tu permets à ton audience d'avoir un raccourci. Ils auraient peut-être même pas vu ce truc-là. Et en fait, c'est de la valeur ajoutée. Enfin, tu leur permets donc ça a aussi un intérêt et ça peut être aussi une manière de faire du contenu facilement. Et du coup, on en arrive, Jérôme, au dernier point de mon case study, c'est-à-dire la monétisation. Et le premier réflexe que je vais avoir dans le cadre de cette monétisation, c'est de sortir absolument mon audience des algorithmes. Donc pour ça, et ça c'est vraiment un conseil que je vous donne, et même si aujourd'hui vous faites du SEO traditionnel par exemple, vous voulez absolument capturer du mail. Pour moi, c'est le premier truc le plus important. Donc la première chose que je fais, c'est que je passe par System.io par exemple, qui je pense me permet de souvenir d'envoyer mes premiers mails et d'avoir mes premiers abonnés à ma newsletter par exemple gratuits. Je ne sais plus si c'est 250 personnes ou un peu moins, je ne sais plus. Mais en tout cas, vos premiers abonnés, vous pouvez les avoir gratuitement. Et encore une fois, jusqu'à maintenant, je crois que je n'ai pas payé grand-chose dans ma stratégie. Et je vais capturer leur email en échange de quelque chose. Donc là, en l'occurrence, par exemple, le lead magnet, on appelle ça, auquel j'ai pensé, c'est 10 templates make pour gagner 10 heures par semaine. Entre parenthèses, sans savoir coder. Vous faites une petite page de capture. Vous faites une petite automatisation, mais c'est intégré dans l'outil, en l'occurrence de mailing, où dès que quelqu'un s'inscrit, vous lui envoyez directement les 10 templates par mail. Merci beaucoup de t'être inscrit. Voici les 10 templates. Tu vas en t'inscrivant, je vais t'envoyer un mail par semaine où je te parle d'automatisation, etc. Et on est parti. Et là, même principe derrière, vous mettez en place une newsletter. Donc, le bon rythme, ça dépend. Il y a des gens qui font des mails tous les 3 jours, il y a des gens qui font des mails toutes les semaines, d'autres des gens toutes les 2 semaines. Moi, je trouve qu'un mail par semaine, c'est très bien. Et même principe, c'est vous envoyer de la valeur. Encore une fois, il faut donner aux gens gratuitement avant de leur vendre quoi que ce soit. Faut pouvoir vous positionner en tant qu'expert. Et là, on parle d'automatisation, mais on pourrait parler de dressage canin, de pêche, peu importe. Vous donnez aux gens, vous leur permettez des raccourcis, vous leur donnez de la valeur, vous leur démontrez que vous êtes un expert et vous le faites gratuitement. Et ensuite, on en arrive à la monétisation sonnante et trébuchante. La première chose que je vais... si vraiment vous êtes pressé et que c'est quelque chose qui vous refroidit pas trop, la manière la plus simple de faire de l'argent, c'est de vendre son temps. Donc ça veut dire quoi vendre son temps? Consulting et automatisation sur mesure dans mon cas. J'ai des demandes, ah oui mais moi j'ai essayé de faire une automatisation, j'arrive pas, ok, mon automatisation sur mesure, la voici. Et une automatisation sur mesure, en fonction de l'automatisation, ça peut rapidement chiffrer de 1500 à plusieurs milliers d'euros pour une automatisation réalisée. Donc ça peut aller très vite de ce côté-là. Et sinon, consulting. Donc vous bloquez sur Make, vous bloquez sur un truc, je vous reçois et vous pouvez vendre votre heure. Si vraiment vous débutez, peut-être que votre heure, vous pouvez la vendre 100 €, 90 €. Et moi, par exemple, aujourd'hui, je vends mon heure 300 € sur les sujets que je maîtrise. Donc ça, c'est très variable. Mais ça, c'est le plus simple. Et vous allez très vite pouvoir récolter des gens... récolter des leads intéressés et à qui vous avez déjà démontré, qui vous font déjà confiance d'une certaine manière, que vous êtes plutôt calé sur le sujet et qui donc, parce qu'ils vous connaissent au travers de YouTube, se dire ce gars ou cette fille, il ou elle est sympa, donc je vais essayer de passer par lui ou elle, quoi. Ouais, donc dans le cadre de ton projet, toi, ça oblige à connaître le sujet. C'est-à-dire, on peut pas se dire, je lance une chaîne sur l'éducation canine et je vais traduire, je vais partir de sites pour en faire des vidéos. Si j'y connais rien, après, tu peux pas faire de consulting. Dans tous les cas,
tout le projet passe par la transmission de valeur. Donc si jamais, en gros, si jamais toi demain, Jérôme, tu connais pas l'éducation canine, mais tu te dis, je monte une chaîne sur l'éducation canine, et sans même faire de recherche, lire de livres sur le sujet ou je ne sais quoi, tu te mets à produire sur le sujet, et que du coup, par conséquent, tes vidéos sont pas très intéressantes parce que tu connais rien, et que du coup, forcément, en fait, t'as pas la base, le socle de la stratégie qui est cette transmission de valeur ou ce gain de temps que tu vas permettre à ton audience de faire. Donc oui, c'est important de connaître son sujet. Maintenant, on est le bonheur d'être dans une époque où on peut tellement se former rapidement sur énormément de sujets, et en une semaine de temps, par exemple, moi, si demain j'investis 10 heures par jour pendant une semaine sur l'éducation canine, je pense que je suis plus calé à la fin de la semaine que 99% des gens. Donc... Mais oui, en effet, tu as raison de le dire, il faut être bon dans son sujet, quoi. Ouais, parce que maintenant, en vrai, tu prends 2-3 sources d'autorité, tu fais avec l'IA, tu fais une sorte de fusion, de mix de tout ça, tu vas avoir quelque chose sur le fond qui va être qualitatif. Après, avec certains prompts, tu peux rajouter de la valeur ajoutée en disant, voilà, tu es expert en éducation canine, tu vas donner des informations que j'ai pas dans mon contenu généré et qui sont susceptibles de ce genre de prompt là, et tu peux avoir quand même du qualitatif, quoi. Clairement. Même sans rien y connaître. Mais du coup après ça bloque si tu veux faire du consulting. Alors pour faire pour se rémunérer avec de la publicité, pourquoi pas, mais d'ailleurs il faut combien d'abonnés sur YouTube pour c'est 1000 abonnés et 4000 heures vues pour avoir la monétisation. C'est ça, ok. Et le plus dur, c'est pas les 1000 abonnés, c'est les 4000 heures vues, en réalité. Ok, ouais. Et ça fait d'ailleurs, tu le verras, partie de le reste, parce que là, c'est vraiment la première option, cette histoire de vendre son temps. La deuxième option, c'est de vendre une formation premium. Et ça, pareil, aujourd'hui, la vente d'infoproduits, c'est vraiment une très bonne manière de monétiser une audience. Donc là, par exemple, si vous parlez essentiellement de make dans vos contenus, si demain je parle essentiellement de make dans mes contenus, je vais pouvoir implémenter une formation où je vais encore plus loin et où je peux vraiment apprendre aux gens à utiliser make de A à Z, en leur donnant des case studies, en leur donnant des templates supplémentaires, en leur donnant d'autres choses. Et là, encore une fois, ils vont décider d'aller encore plus loin avec moi. Donc là, même principe, je peux passer par System.io par exemple. La troisième option, c'est l'affiliation. Je parle d'automatisation, donc je peux tout à fait faire de l'affiliation pour Make, faire de l'affiliation pour Zapier, peut-être qu'il y a une affiliation, et surtout parler de temps à autre, parce que qui dit automatisation dit API, parler d'un SaaS IA qui permet de faire tel truc, et donc je peux faire de l'affiliation à plusieurs endroits. Ça peut rapidement devenir une source de monétisation importante. Et les deux dernières sources de monétisation, tu viens d'en parler, c'est de la monétisation directe des vidéos, en sachant que donc avec YouTube et AdSense, donc Google AdSense, de la même manière que Discover, tu es rémunéré pour la publicité que les gens regardent. Et là, en l'occurrence, pour que les gens aient un ordre d'idée, c'est environ 5 € par 1000 vues sur la thématique dont je viens de parler. Okay. Donc sur la thématique de l'automatisation, pour 1000 vues regardées, vous recevez à peu près 5 €. Donc si vous faites une vidéo qui marche plutôt bien, ça peut assez rapidement mettre un peu de beurre dans les épinards. Et la dernière des options, et ça pour le coup ça va assez vite aussi je trouve, c'est le sponsoring de vidéos. C'est qu'assez rapidement aussi, vous allez pouvoir, et quand je dis assez rapidement pour que les gens aient un ordre d'idée, à partir du moment où vous faites 25 000, 30 000 vues par mois, ou que vous avez environ 5 000 abonnés, vous êtes contacté régulièrement pour du sponsoring. Et là, pareil, pour une vidéo sur une thématique business, une vidéo qui fait 1500, 2000 vues, vous pouvez assez facilement vendre le placement entre 800 et 1000 €. Okay. Donc ça peut aller très vite et ça peut intéresser clairement pas mal de sponsors. Donc voilà et toutes ces stratégies de monétisation différentes, vous pouvez tout à fait les imbriquer les unes avec les autres. D'ailleurs, c'est ce que je vous recommande de faire et c'est personnellement ce que je fais quand je fais du contenu sur YouTube. Ça marche. Tu parlais de formation. Du coup, la formation, tu la lances avant la première vidéo que tu publies ou tu publies, tu regardes comment ça prend et après tu crées la formation? Non, je lance pas la formation dès la première vidéo que je publie. Par contre, ce que je fais dès la première vidéo que je publie, c'est le lead magnet qui va me permettre de récolter du mail intéressé. Et là, si je vois que ça a de l'attraction, assez rapidement, je me pose la question. Mais vraiment, le premier réflexe, c'est le lead magnet. Et moi, j'ai déjà fait l'erreur, justement, de lancer une chaîne YouTube. Je fais des vidéos, mais j'ai pas encore de lead magnet parce que je me dis, ça viendra plus tard quand la chaîne aura plus d'abonnés. Et j'ai une vidéo qui, d'un coup, fait 50 000 vues.
Et là, je me dis, oh putain, j'ai pas mis de ligne manette. Et là, c'est terrible, quoi. Le manque à gagner, il est monstrueux. Ouais. Donc, Ok. Et au niveau affiliation sur YouTube, autant moi j'ai de l'expérience sur l'affiliation sur des sites classiques, mais sur YouTube, ça clique vraiment et ça convertit ou Alors, la grande particularité de YouTube, c'est que vous devez le plus possible passer par des codes promo et donc avoir des codes promo traquables. C'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir un incentive pour la personne qui regarde la vidéo de se dire, bah oui, là par exemple, Jérôme, si tu fais la promotion d'un truc au sein de cette vidéo, et ben que tu dises, bah mon code promo c'est ça, tu le dis à l'oral même, comme ça les gens ils se disent, bah ouais, si j'utilise l'outil dont tu as parlé Jérôme, j'ai ce code promo qui me donne 10%, donc je vais utiliser le truc de Jérôme, parce que sinon la réalité c'est que je pense que tu perds au moins 2/3 des gens. Les gens ne vont pas cliquer dans la description sur le lien, même si tu épingles le lien. Oui. Les gens passent beaucoup plus à côté du lien que sur un site internet, vraiment beaucoup plus. Donc le plus important sur YouTube, c'est d'avoir des codes promo traquables. Ok, ouais, c'est ça, le classique. De toute façon, d'une manière générale, je pense que c'est le mieux parce qu'il y a des pertes. Avec juste, ouais, c'est clair. Il y a des pertes, mais il y en a quand même beaucoup moins en SEO, typiquement sur des requêtes très intentionnelles. Tu vois, tu prends facilement le cookie, quoi, ça clique et après, les gens se posent pas la question, c'est pas forcément des gens éduqués à l'affiliation et tout. Là où sur YouTube, il y a vraiment beaucoup de pertes. Nous, on le voit avec les wizards, surtout sur une audience de gens qui connaissent. Oui, tu vois, souvent les gens, ils aiment bien limite passer en dehors du lien, ce qui est un peu triste, mais c'est. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis moi, je me dis aussi, il y a les gens qui regardent, par exemple, dans le train, qui regardent YouTube dans le train. Et puis c'est quand ils vont rentrer chez eux le soir qu'ils vont peut-être passer, sortir la carte bleue pour passer à l'achat. Et du coup, là, tu peux perdre le tracking si t'as pas le code promo, effectivement. Ouais, clairement. Donc, c'est intéressant aussi. Mais ça rejoint exactement ce que je pensais pour avoir fait aussi pas mal d'affiliations à une époque. Les codes promo, c'est quand même mieux pour le tracking. Ouais, c'est clair. On est d'accord. Et du coup, moi j'ai fait le tour, Jérôme, si jamais. J'ai fait le tour de la monétisation. Normalement, comme je vous dis, si je fais des bons sujets de vidéo, assez rapidement, je vais pouvoir choper les premiers leads qui vont me permettre de générer les 1 000 € par mois sans trop de soucis en vendant mon temps. Si j'ai été assez bon sur le fond de mon contenu, je me fais pas de soucis pour ça, quoi. Ah, c'est sûr que de toute façon, le consulting, ça peut rapporter assez vite, rapidement, comme l'heure est chère. Et c'est super intéressant. Bah écoute, moi je t'ai posé toutes les questions qui me venaient. Peut-être pour la suite, là, tu as donné quelques exemples de sujets. Ensuite, pour les autres sujets, qu'est-ce que tu fais ? Tu repars sur exactement le même process ou tu analyses quand même les sujets qui ont marché et tu te dis, ok, j'ai plutôt aller dans cette direction-là ? Non, vraiment, je pars exactement sur le même process. Je vais pas nécessairement me adapter en fonction des sujets qui marchent parce que je sais que les gens qui me regardent, je veux rester niché sur cette thématique de l'automatisation. Donc, je vais vraiment réfléchir à différents types de sujets, SEO, traction algorithmique, plus, encore une fois, pourquoi pas sujet news, sujet facile qui permettent d'acquérir facilement. Et pourquoi pas un concept unique où j'invite des gens qui sont intéressés par l'automatisation. Quand j'ai vraiment ce cadre-là, l'essentiel, c'est que je tienne mon rythme. Et donc, voilà, quoi, et que les sujets soient intéressants. Il y a une question aussi qui est importante de se poser, je pense. C'est est-ce que vous-même, vous seriez consommateur de vos propres vidéos ? Et si la réponse, c'est non, c'est que, publiez pas, quoi. Ça sert à rien, c'est que c'est nul. C'est ça. Ouais, ok. Ouais, c'est intéressant. Écoute, super. Je crois qu'on a fait un bon tour là-dessus et c'est très complet. Merci du temps que tu as passé parce que ça donne plein d'idées. Moi, je me rends compte que je fais quasiment rien de ce qu'il faut faire, globalement. je mets un sommaire, je mets le sommaire. Tu as déjà un super concept. Franchement, c'est pas le plus simple à mettre en place. Hein. Il y a le concept, mais c'est vrai que les miniatures, elles sont pas travaillées. J'incite pas forcément les gens à s'abonner, etc. C'est pareil, les 30 premières secondes, je fais pas forcément... ce qui se fait beaucoup, c'est de prendre par exemple là genre 5 ou 10 secondes de quelque chose qui peut vraiment attirer les gens et de le mettre en début de vidéo pour justement... Là, sur ton format, ce que tu devrais faire, c'est prendre des highlights, des trucs que j'ai dit un peu impactants et les mettre au début avec une petite musique, un petit montage, un petit machin. Et ça, en vrai, c'est ce qui va... c'est ça. C'est ce qui va se dire, ok, les gens vont se dire, ça mérite que je regarde potentiellement, et donc tu as plus de watch time, plus de stats, plus de tout, quoi.
C'est ça, parce qu'en vrai, moi, c'est les gens qui regardent, quand je regarde les stats, ça vient, c'est des sources externes, genre Twitter, et sinon, c'est beaucoup d'abonnés. En fait, c'est des gens qui me suivent, mais je vais pas au-delà, au niveau algorithmique, je vais pas au-delà, parce que c'est pas travaillé. Et t'es déjà intéressé à vidéo YouTube dans Google Discover? Jamais. Non, je t'avoue que moi, Google Discover, je connais vraiment pas grand-chose. Et c'est pas un truc qui m'intéresse plus que ça, parce que je vois ça un peu... Moi, dans ma tête, Google Discover, c'est un peu le même truc que le short, si tu veux. C'est un truc... Enfin, peut-être je me plante, hein, mais ça tient pas dans le temps. Moi, ce que j'aime, c'est mettre en ligne des assets qui vont travailler pour moi pendant longtemps. Et j'ai pas l'impression qu'un article Google Discover, ça soit le cas. Et même si ça peut faire des stats énormes et que ça peut rapporter énormément, et on en a vu plein des exemples autour de nous, et je sais que tu es très bon pour ça aussi, Jérôme, mais c'est vraiment pas un truc qui me stimule. D'accord. Non, mais là, je parlais vraiment des vidéos, parce que dans Google Discover, tu as des vidéos. Pas. J'ai jamais regardé. Et c'est vrai que moi, de temps en temps, je regarde des vidéos qui me sont proposées. Même si c'est des vidéos longues, je regarde. Alors après, pour le coup, par contre, tu n'es pas sur YouTube. Donc pour les histoires d'affiliation, etc., tu vois, tu restes dans l'interface Discover. En tout cas, quand tu passes par l'application. Moi, je passe pas par Google Chrome, je passe par l'application Android de Google Discover, et tu restes dans l'écosystème Discover. Mais bon, en tout cas, moi, j'avais essayé de creuser un peu, mais j'ai pas trop compris en fait comment pousser, comment forcer, en tout cas, comment faker, l'entrée dans Discover d'une vidéo YouTube. Je peux pas t'aider là-dessus. Ok, non, pas de souci. C'était juste au cas où. Alors, écoute, je crois qu'on a fait le tour. C'est super. On va rajouter. Donc, t'es le premier à qui je l'ai proposé et t'as accepté. Donc, c'est cool. Moi, je regarde pas mal de vidéos de Legend, là, qui est vraiment une chaîne que j'adore. Et c'est vrai qu'il parle des invités. On en apprend un petit peu plus sur les invités, sur leur enfance, leur milieu social, leurs études, etc. Et du coup, tu as accepté de te prêter au jeu, pour répondre à ces questions-là. Ça va aller très vite, mais je pense que ça va intéresser en plus parce que tu es quelqu'un qui est connu dans la communauté, tout ça. Les inconnus, je pense que ça intéresse moins, mais je pense que toi, ça peut intéresser. Alors du coup, est-ce que tu peux nous parler brièvement un petit peu de ton enfance, éventuellement, je sais pas, de ton caractère, le milieu social? Je sais pas si t'as des frères et sœurs. Écoute, je vais essayer. J'ai une petite sœur qui a 3 ans de moins, et j'ai eu une enfance assez heureuse, mais par contre, mes parents sont pas riches, et je pense que, tu vois, on se pose souvent la question avec mes potes. Je pense qu'il y a eu des moments. Alors, c'était pas dans l'enfance. Le dernier point vraiment à connaître sur moi de l'enfance, jusqu'à l'adolescence et même en tant que jeune adulte, c'est que j'ai toujours été, toujours. En tout cas, j'ai jamais été très intéressé par l'école, on va dire. Ok. Parce que tu n'y arrivais pas, ou c'est quoi? Non, c'est pas que j'y arrivais pas, c'est vraiment pas d'intérêt pour le truc en général. Okay. En tout cas, vraiment à partir de milieu collège et lycée, c'était même. J'adorais y aller parce que je suis quelqu'un de sociable, et que pour le coup j'étais très content d'avoir des potes, de pouvoir tu vois, j'en garde un très très bon souvenir grâce à ça, mais vraiment tout ce qui s'y passait, les notes, les machins, ça a toujours été un calvaire pour moi. Je me faisais arracher à chaque bulletin, c'était vraiment chaud de ce côté-là. Et tout ça pour dire que justement, je viens pas d'une famille riche, j'ai pas eu une enfance pauvre non plus, mais plutôt classe moyenne, je dirais. Et justement, quand j'ai fait, d'abord très vite, je me suis dit, il faut absolument que je fasse de la psycho, parce que j'avais ce côté où j'aimais bien, tu vois, parler aux gens de leurs problèmes, de leurs trucs. C'était vraiment mon truc, on va dire, au collège. Donc très vite, c'était une évidence que j'allais devenir psychologue. Et j'ai eu un espèce de switch, parce que je suis allé en fac de psycho, et là, même principe, à la fac, plutôt, comme je t'ai dit, pas particulièrement bon à l'école, voire même... si je suis pas intéressé, c'était compliqué. J'étais sur une fac à Grenoble où pour le coup c'était très mathématique. J'aimais pas vraiment les sciences, et je comprenais pas pourquoi on me mettait pas dans le théorique. Tu vois, moi j'aimais la psycho certes, mais il me fallait du théorique, et je faisais des maths, des stats, et ça m'a cassé les burnes. J'ai très très vite lâché. Et là justement, il y a eu cette année à Grenoble où je me suis retrouvé. Moi, je suis un très gros joueur de jeux vidéo depuis très longtemps. Et je me suis retrouvé à la fac
à rien branler de mes journées, à abandonner complètement la fac. Donc tu vois, de vraiment le reset de se dire, pour moi c'était une évidence que j'allais devenir psy, et je me rends compte que pas du tout. Et je me retrouve dans un truc, je me dis mais merde, où je vais? Donc je me plonge dans le jeu vidéo, je me décale complètement, je vis la nuit, je dors le jour, enfin catastrophique quoi. Très vite, je suis à moitié en dépression à cause de ça. Ah oui. Et vivre la nuit, dormir le jour, c'est très vite de manière naturelle, c'est chaud. Enfin, j'ai trouvé en tout cas. Et puis à un moment, je me pose la question parce que j'ai pas annoncé à mes parents que j'avais tout lâché. Et je me suis dit, si je reviens à la maison sans rien, en mode bah oui, ça fait 6 mois que je branle rien et ça fait 6 mois que vous me financez le logement, etc. et que derrière j'ai vraiment rien fait à part jouer, je pense que là ils allaient devenir complètement zinzin. Et là je me suis dit comment est-ce que, et j'ai toujours eu ce côté un peu entrepreneurial, et ça vraiment le premier déclic c'était ça. Je me suis dit comment est-ce que je peux monétiser concrètement le temps que je passe à jouer pour en faire un business. Et je jouais un jeu à l'époque qui s'appelait RuneScape, et j'ai pour la première fois me suis posé cette question, et j'ai fait ce qu'on appelle de la vente d'argent virtuel contre de l'argent réel. Donc dans le jeu tu avais toute une économie avec une monnaie, et moi j'avais des robots si tu veux qui farmaient des plantes, des trucs dans le jeu, qui les revendaient à l'hôtel des ventes, et je récupérais de l'argent et je revendais cet argent contre de l'argent réel à des gens qui n'avaient pas le temps de l'obtenir dans le jeu. Je sais pas si tu me suis. Ouais, et ça tu le revendais parce que je suppose que ça on pouvait en acheter dans le jeu, mais tu le revendais moins cher. Ah non, on pouvait pas en acheter. Et non seulement on pouvait pas en acheter, mais c'était un peu interdit de faire ce que je faisais aussi par le jeu. Ah en tout cas, ouais, d'accord. Okay. Et donc c'était un peu fait voilà sous la table mais en fait très vite une petite vingtaine d'années, je me suis retrouvé à gagner plusieurs milliers d'euros par mois grâce à ça, et je me suis dit ok putain c'est incroyable. Et il y a eu vraiment ce déclic de ok, je peux faire de l'argent comme ça. Et puis surtout, c'est très vite posé la question de site internet. Donc j'ai fait un Blogspot où j'ai acheté le nom de domaine pour lier au Blogspot. PayPal, la gestion des clients. Et tu vois, il y a plein de trucs qui se sont imbriqués, qui m'ont beaucoup plu. Et je me suis de cette manière-là intéressé au web marketing. Et ce qui fait que quand je suis rentré voir mes parents et que je leur ai annoncé que j'avais drop out la psycho, je leur ai dit mais regardez, je fais 3000 balles par mois, donc là ils étaient là les yeux écarquillés, et je leur montre le site que j'avais fait, le truc. Donc d'un autre côté, tu vois, c'était l'effet d'annonce de oui j'ai drop out et j'imagine que c'est compliqué à vivre, mais je vais faire quelque chose de ma vie. Et donc là très vite j'ai vraiment assumé cet intérêt que j'avais pour le web marketing au sens large, et je me suis servi de cette expérience là pour rejoindre une école de commerce une petite école de commerce, peu importe laquelle, mais c'est vraiment pas une grande école. Mais j'ai quand même rejoint une école de commerce en mettant en avant cette expérience si tu veux, de vente de pièces d'or, tu vois. Et donc là, pareil, ils me regardaient avec des yeux écarquillés, en mode c'est incroyable. J'ai rejoint l'école grâce à ça. Et là, j'ai complètement arrêté, parce que là, pour le coup, c'est poser la question. Enfin, j'avais mon statut d'auto-entrepreneur, mais j'ai dépassé un plafond. Et plutôt que de monter une vraie boîte avec tout ce que ça entraînait derrière, parce que en parallèle, je suis phobique administratif, c'est que j'ai préféré tout couper. Donc j'ai vraiment tout arrêté, et j'étais du coup dans cette école de commerce pendant 3 ans. Et la deuxième année, il y a eu un stage à l'étranger, en Irlande. Et là, pour le coup, c'était la première vraie frustration financière pour moi, qui a débloqué beaucoup de choses, je pense. C'est que je me suis retrouvé déjà à aller sur une petite ville qui s'appelait Cork, alors que tous mes potes allaient à Dublin, parce que c'était plus cher d'aller à Dublin, et moi, mes parents pouvaient pas me financer Dublin, mais que Cork c'était plus adapté. Donc je suis allé à Cork, ce qui était déjà très bien. Et en fait, pareil, à Cork, je m'étais fait des potes, et mes potes sortaient le soir, et moi, j'avais pas l'oseille pour sortir. Donc, il y a un moment, j'ai pété un câble, et je me suis mis à me dire, allez, tu vois, à faire un espèce de rollback dans le passé. Si j'ai réussi à faire ce que j'ai fait à l'époque avec mon jeu vidéo, il faut que je trouve aujourd'hui une solution de faire d'argent. Et là, je suis tombé sur l'affiliation à ce moment-là. Ça devait être en 2010, je pense. Donc, sur une méthode d'affiliation, je suis vraiment tombé là-dessus à ce moment-là. Et là, j'ai découvert tout un monde sur un forum qui s'appelle Hackforum, où les mecs monétisaient, donc c'était des Américains essentiellement, en tout cas des anglophones, qui monétisaient particulièrement sur le marché francophone.
Et je me suis dit, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cet Eldorado? Et là, je me souviens, le soir même, j'ai appelé mes parents. Enfin, le soir même. Au bout d'une semaine d'analyse du truc, de machin, à essayer de décortiquer toute leur stratégie, tout leur truc. J'ai dit, putain, je vais devenir riche, quoi, c'est sûr. Et donc là, j'ai appelé mes parents et je leur ai dit, je viens de trouver un truc, je vais devenir riche. et l'année d'après, j'ai tout lancé. J'ai lancé tout mon business. On a découlé la création du forum Impactiem, qui est devenu un gros forum d'internet marketing en francophonie aux alentours des années 2011-2012, je crois, si je dis pas de bêtises, peut-être 2012. Et puis après la rencontre avec mes futurs associés, etc. Les choses se sont bien passées pour moi financièrement. Expatriation à Malte, on scale à Bâle et voilà, ça part grosso modo de là, mais ça part de cette frustration à un moment de me dire putain mais tu vois ils sortent pas moi, fait chier quoi. Ça part de là en fait. Ouais, en fait ce qui ressort dans ton discours c'est que la motivation c'est la clé de tout chez toi. C'est-à-dire que si t'as pas la motivation, les études, t'arrives pas à faire les choses, t'y vas à reculons. Par contre si t'as la motivation qui peut être déclenchée par aussi la frustration, etc., tu es capable de passer une semaine à comprendre un concept. Et ce qui est rigolo, c'est que justement, tu vois, j'ai jamais réussi à être compétitif dans les études parce que j'ai jamais trop vu l'intérêt. C'est ça. Par contre, être compétitif dans le business, j'adore ça, tu vois. Et en fait, je me suis découvert cette compétitivité beaucoup plus tard. Parce que j'ai jamais trop fait de sport compétitif non plus, tu vois. Même dans le jeu vidéo, je me suis jamais permis d'être compétitif. Donc en fait, je me suis créé ce mindset compétitif par la suite. Et par la suite, j'ai découvert que je pouvais l'être et j'ai découvert pas mal de facettes de moi-même qui sont liées à cette compétitivité justement. Ouais, super intéressant. Et du coup, tu disais que tu avais créé des robots. Ouais, déjà à l'époque, tu étais dans l'automatisation. Alors, je n'ai pas créé, mais je passais par des services. Je crois que c'était des Russes qui avaient ces services-là, qui avaient des robots où tu payais un abonnement. Et je me souviens, je louais tu vois, parce que moi, j'avais peut-être 2 PC à l'époque, un vieux PC et mon PC à moi. Donc, il tournait H24 avec peut-être 3-4 robots dessus en permanence. Mais en fait, à un moment, pour scaler, il me fallait plus de PC. Donc, je louais l'ordinateur de mes potes pour qu'ils tournent H24 avec mes robots dessus. Et en fait, j'avais à terme, j'avais une petite ferme avec 3-4 potes qui me louaient leur ordinateur H24 et sur lequel il y avait des robots en permanence qui farmaient de la ressource que je revendais, et derrière, je revendais l'argent pendant ce petit laps de temps et c'était rigolo. Tu peux faire des ronds sur Internet avec des choses qui sont inimaginables pour le commun du mortel. Des fois, c'est... Voilà, après, il faut trouver la bonne niche, il faut y être au bon moment. Voilà, des fois, c'est un peu border, comme tu disais, mais il y a des possibilités qui sont assez ouf, des fois. Eh ben, écoute, super. Franchement, c'était top. Merci beaucoup pour cette vidéo. Merci à toi, Jérôme, pour l'invitation. C'est avec plaisir. Et puis, j'invite tout le monde à liker, à s'abonner, à commenter et tout le tatouin. Parce que... D'ailleurs, je le dis, mais si jamais il y a des questions sous cette vidéo qui me sont directement dirigées, j'y répondrai avec plaisir. Donc, n'hésitez pas. Ok. Eh ben, écoute, Arthur, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée. Et puis je te dis à bientôt. Merci, Jérôme. Salut. Allez, ciao.